Bonjour mes chers abonnés. Alors aujourd'hui nous sommes le 30 avril 2025. Kiev, Kaboul, Mogadiscio, Bagdad. Ouais, Bagdad. Tripoli. Ouais, la Libye. Et puis bien sûr Saigon. Tous ces endroits où les forces américaines sont passées. Ils sont passés et finalement, ils ont abandonné. Au nom de quoi? Au nom d'une démocratie, ils voulaient, soi-disant, appuyer ces pays. Et puis, voyant que leurs intérêts divergeaient, ils les abandonnaient. Alors, il ne reste qu'amertume. Amertume, oui. Mais alors, rappelez-vous de ces déclarations tonitruantes des responsables américains sur la liberté des peuples. L'Irak sombre, faute de nourriture et de médicaments, la mortalité infantile augmente de façon dramatique, les images de ces enfants rachitiques font le tour de la planète, l'opinion publique s'en émeut, à une exception près, celle de Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine. Cela fait plus d'enfants morts qu'à Hiroshima. Cela en vaut-il le prix? C'est un choix très difficile. Mais nous pensons que c'est un prix à payer. Il est temps pour nous de nous attaquer aux véritables menaces. Il est temps pour nous de nous occuper de Saddam Hussein. Il est temps pour nous de renforcer la paix. Mossoul-Ouest. Pas un jour ne passe sans que ses habitants ne soient confrontés à la mort. Ce matin, c'est une famille de 11 membres déterrés sous le regard de leurs proches. Ils ont été tués dans une frappe aérienne voici 3 mois. Les pompiers ne savent pas s'ils étaient des partisans de Daesh ou de simples civils. Nous traversons les ruines de la vieille ville de Mossoul, escortés par la police fédérale. Sous les décombres, il reste des tonnes d'explosifs et des centaines de cadavres. Les cratères gigantesques témoignent de la puissance des bombes larguées sur la ville. La coalition a mené une campagne de bombardement massif pour déloger les combattants de l'organisation État islamique de ce quartier, conçu comme une forteresse. Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes et en a déplacé des millions. En termes de victimes, ce sont les Afghans qui ont payé le plus lourd tribut. Alors, ce sénateur Graham, proche de Trump, républicain, qui nous disait donc il y a quelques années, les Ukrainiens se battront contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, grâce à nos armes, et c'est bravo. Eh bien, il y a à peine un mois, lors de l'altercation entre Zelensky et Trump, il nous disait à ce moment-là, non, il faut que Zelensky parte, il y en a marre. Alors, pour une fois, il avait peut-être raison, mais franchement, vous voyez pas un problème là, entre ces premières déclarations et ces déclarations-là? Alors le vent avait tourné, certes, mais quand même. Et je ne sais pas si on va pouvoir réinviter M. Zelensky. Je pense que la plupart des Américains ont vu un homme avec qui ils n'aimeraient pas mener des affaires. La façon dont ce débat s'est tenu, la façon dont il a confronté le président, il est allé trop loin. Prenons l'Ukraine. Après avoir renforcé la présence américaine en Ukraine depuis 2014, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times, journal démocrate, qui nous dit que depuis 2014, les États-Unis se sont implantés en Ukraine. Ils ont implanté des bases de la CIA. Ensuite, pendant la guerre, à partir de 2022, ils ont désigné des cibles aux Ukrainiens
avec leurs renseignements satellitaires, ils ont guidé des missiles vers la Russie. Et après 1 million de morts, toutes parties confondues, ils nous disent, ça y est, on arrête, c'est fini, c'est plus notre business. Eh oui. Alors que d'amertume, oui, d'avoir été lâché après des amis qui prônaient la liberté, oui, bien sûr, oui, et qui vous envoyaient au front. Alors vous savez, moi, je suis journaliste, vous le savez sans doute, je suis un ancien journaliste. J'ai été le témoin privilégié de beaucoup d'horreurs depuis 1972. 1972, c'était la guerre du Vietnam. Et oui, et j'ai été le témoin privilégié de toutes ces horreurs qui se sont passées depuis 1972. Le dernier pays où je suis allé, c'était la Libye, en 2011. Ensuite, j'ai arrêté de faire les théâtres d'opération. Mais j'ai continué à être journaliste. Alors moi, évidemment, aujourd'hui, le 30 avril 1975, c'est la chute de Saigon. Et oui, la chute de Saigon. 50 ans de chute de Saigon. Et moi, j'étais un témoin privilégié de cette chute de Saigon, figurez-vous. J'ai été un des rares Français à être présent lors de la chute de Saigon. Un des rares photojournalistes français à être présent là-bas. Alors moi, évidemment, j'étais à Saigon correspondant d'une grande agence de presse photographique, l'agence Sigma, correspondant donc de cette agence au Vietnam. Je couvrais la guerre du Vietnam depuis 1972. Alors évidemment, j'ai très mal vécu cette fin de guerre, puisque je voyais bien les gens qui m'entouraient, j'avais beaucoup d'amis vietnamiens, et je voyais bien leur détresse, leur incompréhension à ce lâchage américain. Oui. Je crois que les correspondants de guerre qui sont actuellement à Kiev doivent avoir exactement les mêmes réactions que moi. Je le crois. Des gens qui vivent au jour le jour avec des personnes qu'ils aiment, qu'ils estiment, etc., etc. Et ils voient tout partir, foutre le camp. Alors, avant tout récit sur cette guerre du Vietnam, où quand même j'ai été blessé deux fois par balle, j'aimerais, comment dirais-je, j'aimerais porter un hommage aux 137 journalistes, photojournalistes, qui ont été tués au Vietnam pendant cette guerre pour vous rapporter des images, pour vous rapporter des témoignages de cette guerre, des témoignages que vous pouvez toujours voir sur des livres ou sur des livres d'histoire, oui. Alors, honneur à ces 137 journalistes tués, dont le dernier, un certain Michel Laurent, qui est mort 3 jours avant la libération de Saigon. Michel Laurent était un journaliste français, un photoreporter français de l'agence Gamma, mort, massacré par les Viet Minh, 3 jours avant la chute de Saigon. Il y a quelques pilonnages d'artillerie, mais surtout des tirs d'armes automatiques. Des rafales sporadiques se font entendre. C'est sur cette même route que 2 journalistes français,
Christian Hoche et Michel Laurent vont être pris dans des tirs. Michel Laurent périt et Hoche fut blessé. Nous voyons de loin une voiture, le pare-brise éclaté. Peut-être par des impacts de balles. À côté de moi, le drapeau communiste flotte. Et pourtant, ce petit hameau vient d'être pris par les Sud-Vietnamiens. Christian Hoche, qui a pris une balle dans la cuisse, est fait prisonnier. Il est traité sans égard ni soin. Il raconte « J'ai rejoint une colonne de prisonniers, une trentaine au maximum, sud-vietnamiens, des soldats bien entendu. Ils étaient enchaînés les uns les autres par une corde. J'étais l'objet de colibés, d'injures, de coups. Jusque-là, je n'avais pas été soigné. Il sera interrogé, puis soigné dans un hôpital de campagne. Christian Hoche sera finalement libéré le 4 mai, 4 jours après la chute de Saigon. Alors voilà, je suis retourné au Vietnam finalement, après presque 50 ans. Je voulais pas y retourner. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allé. Car pour moi, le Vietnam, c'était quelque chose, comment dirais-je, c'était une déchirure. Alors voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai pu sentir de ce pays 50 ans plus tard, en descendant de l'avion d'Air France à Tan Son Nhut, l'aéroport de Saigon. C'est le palais présidentiel? Oui. Alors me voici le 30 avril 2024 au palais présidentiel qui avait été pris d'assaut, donc 49 ans avant, par les troupes nord-vietnamiennes qui, je vous le rappelle, avaient été aidées par l'Union soviétique et la Chine. La voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée. C'est ma catégorie béton. Ah d'accord. Celui-là il est tout neuf. Hein. Ouais, c'est ça, ça va dire. Bon, eh bien, nous sommes le 30 avril 2024. Cela fait maintenant 49 ans que j'étais déjà devant ce char qui est rentré dans le palais d'Oc Lap. Moi, j'arrivais de Tan Son Nhut où il y avait des combats féroces. À l'aéroport de Saigon, Tan Son Nhut, une unité de parachutistes va résister. Ils attendent les chars nord-vietnamiens qui ne vont pas tarder à arriver. Les chars sont en position de tir, des tanks au loin brûlent.
Alors, moi, je suis très étonné de voir autant de gens se grouper au palais présidentiel. Alors là, vraiment, ça m'étonnait vraiment. Et une source vietnamienne me dit la chose suivante. Tous ces gens arrivent à Saigon, ils sont envoyés par des syndicats, ce sont des syndicats d'ouvriers qui envoient régulièrement à Saigon des gens pour être éduqués politiquement. Ah, d'accord, ben, vous voyez, ça me mettait dans le bain. Ça me mettait dans le bain du Vietnam nouveau. Alors, ce que je dois vous dire vraiment, c'est que tout au long de ce séjour au Vietnam, qui a duré quand même plus de 25 jours, tout au long de ce séjour au Vietnam, j'ai essayé de faire des interviews. J'ai essayé de faire des interviews, elles m'ont toutes été refusées. Et pourquoi? Parce que aucun citoyen vietnamien ne veut témoigner visage découvert. Et même en France, je dirais, il y a certaines personnes, je ne citerai pas, mais qui refusent des interviews, car ils ont peur d'être rayés des listes du parti au Vietnam. Vraiment. Donc là, il y a vraiment encore une terreur. Une terreur. J'ai même vu des Français à Saigon qui m'ont dit « Ah non, on ne veut pas être interviewé. » Et une dame m'a même dit « Ah, nous pouvons également être sur écoute. » Ah bon? Ouais, c'était un peu dur. Alors l'interview que vous allez écouter de temps à autre dans ce sujet, c'est une interview que j'ai effectuée au Vietnam. La personne qui nous a parlé n'a pas voulu le faire à visage découvert, et donc je masquerai complètement cette personne. Et d'autre part, il m'a demandé de transformer sa voix, chose que j'ai fait. Mais on ne peut pas tout savoir parce que chez nous, les journaux sont censurés, l'Internet est contrôlé. Tout ce qui est sensible, on ne voit que le titre sur l'Internet, on ne peut pas voir. On a la liberté de penser, mais on n'a pas la liberté de parler. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Et surtout, les journaux sont censurés, c'est pourquoi les informations sensibles, on voit seulement sur l'Internet, ailleurs, ou bien par les amis, comme ça. On ne peut pas tout savoir comme ça. Il y a un seul parti au pouvoir, comme ça, pas de beaux-ans, tranquille. Donc comme ça, selon la loi vietnamienne, on n'a pas le droit de se manifester. Oui, on peut faire des grèves, mais on n'a pas le droit de se manifester. Ça, c'est interdit par la loi. C'est ça. Et tous ceux qui manifestent leurs pensées, leurs journaux sur Internet, ils sont arrêtés. C'est ça, il n'y a pas de possibilité de manifester au Vietnam? Non, interdit chez nous. Interdit? Oui, on s'est arrêté. Hein. Même par les paroles, même dans les journaux, sur l'Internet, dans la rue, c'est pas pire. On n'a pas le droit. Alors, les présidents, depuis plus d'1 an et demi, les présidents se succèdent, tous touchés par des affaires de corruption. Le président intérimaire qui a été nommé et qui est resté jusqu'à fin 2024, était l'homme qui s'occupait de la sécurité intérieure. Alors, M. Tô Lâm ne voulait pas, semble-t-il, s'occuper du poste du président du Vietnam, mais il y est maintenant. Et le poste qu'il souhaite est le secrétaire général, il l'a également. Et le moment lui est-il finalement arrivé plus tôt que prévu? D'abord, il faut vraiment avoir en tête que Tô Lâm réfléchit et pense à cela depuis de
nombreuses années. Tolam, en tant qu'ancien ministre de la Sécurité publique, a occupé une place stratégique centrale au sein de l'appareil d'État. N'oublions pas encore une fois que la police, la sécurité publique, a toujours été un acteur sécuritaire extrêmement important dans la protection du régime à l'intérieur et par rapport à les évolutions normales du temps et de la société. Et donc, de par cette situation stratégique, Tolam a été, dès le départ, un candidat potentiel important à la succession de Nguyen Phu Trong. Effectivement, vous l'avez précisé, de par l'importance plus relative du poste de président dans le système politique vietnamien, Tolam n'était pas intéressé directement pour occuper ce poste. Et si, finalement, il a accepté de le faire, c'est qu'il savait de toute façon que les jours de Nguyen Phu Trong étaient comptés et que ce poste-là était véritablement transitoire pour lui. N'oublions pas que à plusieurs reprises dans l'histoire politique vietnamienne, le poste de président et le poste de secrétaire général ont été occupés par la même personne. Nguyen Phu Trong de 2019 à 2021 l'avait occupé à la mort du président Trần Đại Quang. Et aujourd'hui, c'est probablement cet intérim attendu et espéré par Tolam qui va lui faire en fait aller et occuper ce poste au minimum jusqu'au prochain congrès du Parti communiste vietnamien début 2026. Donc c'est encore une fois, c'était quelque chose qui était calculé de la part de Tolam. Est-ce qu'il va y avoir des successeurs ou alors on va arriver au bout de ce régime de fer? Je pense que ça ne peut pas changer parce qu'il y a un seul parti au pouvoir et pas d'opposé. Et nous, on n'a pas choisi ces dirigeants comme ça. Et surtout, on a senti toujours la pression chinoise. Ouais. Comme ceux qui sont contre chinois ont été liquidés. Récemment, on a 2 présidents comme ça. Le premier président, empoisonné, il était costaud. On dit qu'il est mort à cause de la maladie. On dit qu'il est mort d'un virus étrange. Récemment, le président, 55 ans comme mon âge, il a senti la menace chinoise, comme elle était anti-chinoise. Comme ça, il a démissionné. C'est ça, c'est récemment, pendant 2 mandats, on a 2 présidents. Liquidé et l'autre démissionné. Le personnage absolu évident, ce n'est pas le président de la République, c'est le secrétaire général du parti. Et là, non, il y a un bureau politique comme ça qui décide tout. Comme ça, à chaque cellule du gouvernement, il y a une cellule du parti qui dirige. C'est ça. Comment s'appelle ce musée? Le musée des crimes de guerre. Voilà. D'accord, mais avant il s'appelait comment? Avant c'était le musée des crimes de guerre américaine. Voilà. C'est ça, ouais. Et pourquoi vous l'avez changé? Oui, parce qu'on a tendu la main avec les Américains. Les Américains sont revenus chez nous, ils ont levé l'embargo, ils ont travaillé avec nous aujourd'hui. C'est le premier investisseur, le dernier qui arrive, mais c'est le plus gros investisseur étranger. Ah oui, oui. Avant c'était la présidence française, après c'est devenu américain. Voilà. Et dans l'armée américaine, il y a Vietnamien aussi dedans. Ça, c'est pour briller dedans, les prisonniers catholiques, les vicomtes. Voilà. Alors au Vietnam, la corruption est partout. Du plus bas au plus haut. Au plus haut dirigeant communiste. Partout, absolument partout. Et personne ne veut en parler. Ah, c'est clair. Quand je suis arrivé au Vietnam, une femme venait juste d'être condamnée à mort pour corruption. Et on m'a dit ici, à Saigon, qu'elle
Elle avait été condamnée à mort, non pas parce qu'elle était corrompue, car tout le monde est corrompu, mais parce qu'elle n'avait pas assez redistribué aux dirigeants du parti. Voilà pourquoi elle était condamnée. Tu sais, au Vietnam, il y a cette histoire complètement folle en ce moment. Une femme d'affaires super puissante, Truong My Lan, qui dirigeait l'un des plus grands groupes immobiliers du pays, vient d'être condamnée à mort. C'est à cause d'un énorme scandale financier, le plus gros que le Vietnam ait jamais connu. Elle aurait escroqué 27 milliards de dollars. Et là, on lui dit qu'elle pourrait éviter la peine de mort si elle rend 9 milliards, soit 75% de ce qu'elle a volé. Sinon, c'est l'exécution, par injection létale. Ce qui est dingue, c'est comment elle a monté cette arnaque. Avec son groupe, Van Tin Phat, elle aurait créé des obligations frauduleuses, en passant par une banque qu'elle contrôlait presque totalement, la Saigon Commercial Bank, SCB. Pendant des années, elle a amassé des milliards, laissant des dizaines de milliers de personnes ruinées qui avaient placé leurs économies dans cette banque. Ça a provoqué des manifestations, chose rare dans un pays comme le Vietnam où le régime communiste contrôle tout. Lors du procès, elle a essayé de faire appel. Elle a même écrit une lettre pour demander un peu de clémence, en expliquant qu'elle pourrait rembourser une partie de l'argent en vendant ses biens. Apparemment, elle possède des centaines de propriétés et des projets immobiliers gigantesques à Ho Chi Minh Ville. Elle a déjà restitué 600 biens, mais ça ne suffit pas. Alors, on m'a dit qu'au Nord-Vietnam, il y avait une société de pauvres et une société de dirigeantes. Point final. C'est ça? Oui, dans le Nord-Vietnam, il n'y a que des classes sociales différentes. Les très riches, les très pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne. Ça, c'est vrai. Ceux qui sont riches sont les gens du parti. Voilà. Les nouveaux dirigeants, tout ça. C'est pourquoi dans le Nord, tout le monde se débrouille pour devenir membre du parti communiste parce qu'ils ont des primes énormes. C'est ça. Dans le Vietnam, personne ne le veut. On préfère l'économie à la place. C'est la nomenclatura, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Alors voilà où en est le Vietnam au niveau liberté. Car finalement, la guerre du Vietnam, c'était bien pour une liberté, paraît-il. Par contre, au niveau économique, le Vietnam est en pleine croissance. Il a maintenant plus de 100 millions d'habitants et ces 100 millions d'habitants ont presque tous un boulot. C'est devenu la deuxième Chine de l'Asie. Plein d'industries s'y installent et des industries de pointe d'ailleurs également. Le Vietnam est en pleine croissance, vraiment. Mais revenons en arrière, revenons 50 ans avant. À la fin de cette guerre du Vietnam, qui a duré plus de 30 ans. Voilà, ça c'était début avril 1975. Voilà. Voilà la chute de Saigon, ce qui s'est passé au Vietnam. Nous sommes donc à la fin du mois de mars 1975. Fin du mois de mars 1975, donc un mois avant la chute de Saigon. Hue, la capitale impériale du Sud-Vietnam, vient de tomber dans les mains des divisions nord-vietnamiennes. Et surtout, Da Nang
la grande base de Da Nang qui avait été construite par les Américains et donnée aux Sud-Vietnamiens. La grande base de Da Nang vient de tomber aux mains des troupes communistes. Tout le matériel qui pouvait se trouver sur cette base a été pris par le Nord-Vietnam. C'est une catastrophe, une véritable catastrophe pour l'armée sud-vietnamienne. Alors voilà, nous sommes à Son Loc, nous sommes à 60 km de Saigon. Cette petite ville est bombardée par l'artillerie nord-vietnamienne. Et la grande base de Bien Hoa tient encore. Les combats font rage. Moi, je suis blessé au bras. Les civils fuient. Les bombardements sont intenses. Les rangers vietnamiens tentent de contenir les Nord-Vietnamiens. La population a toujours le souvenir des massacres de Hue où des charniers ont été découverts. L'aviation sud-vietnamienne reprend l'air. Mais problème, il n'y a plus de bombes. Les munitions commencent à manquer. Mais il n'y a pas que les munitions qui manquent. L'essence se fait de plus en plus rare. Alors le 17 avril, une nouvelle terrible nous arrive. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est tombée aux mains des Khmers rouges. Là-bas, au Cambodge, commence l'épuration, puis le génocide de plus d'1 million de Cambodgiens. Le 21 avril 1975, le dernier verrou avant Saigon, tombe. Son Loc a été complètement écrasé par les obus. C'était la dernière position stratégique avant Saigon. Et la base de Bien Hoa, dernier verrou avant Saigon, est pilonné. Désormais, rien, absolument rien, ne peut arrêter l'offensive communiste. Les Sud-Vietnamiens et des étrangers cherchent maintenant à être évacués. Des scènes de panique et de confusion ont lieu autour des hélicos. Alors le président de la République, en place depuis 10 ans, Thieu, démissionne. Personne, le 21 avril, ne prend sa place. Maintenant, tout le monde sait que sans intervention américaine, c'est fini. Sans intervention de la 7e flotte, c'est terminé. Alors à Washington, on envisage de créer un corridor humanitaire de Saigon à la mer, mais rien d'autre. C'est une proposition, elle n'est pas entérinée par le gouvernement américain. Alors dans la capitale, le couvre-feu a été décrété et Bien Hoa vient de tomber aux mains des communistes. La radio nord-vietnamienne émet ce communiqué des victoires. De Saigon, nous parvient la nouvelle des grandes victoires qui réjouit tous les cœurs. À 22h du 28 avril, les forces armées et la population de Bien Hoa se sont rendus totalement maîtres de la base militaire et du centre. Des réfugiés arrivent à prendre place dans des bateaux qui partent
un peu plus au sud. Le 26 avril 1975, des renforts de l'armée de Saigon sont envoyés sur la route entre Bien Hoa et Saigon pour essayer de contrer l'offensive des chars. Ils sont à 30 km de la capitale. Alors, sur cette route, il y a des combats. L'armée a pu faire reculer de quelques centaines de mètres les troupes nord-vietnamiennes. Et c'est ici que Michel Laurent et Christian Hoche vont être pris dans un combat. Michel Laurent fut tué, Christian Hoche blessé. Jean Lartegui, journaliste et écrivain, est arrivé à Saigon. Il raconte. J'ai donné quelques coups de téléphone en arrivant. J'ai appelé tel copain chinois de Cholon, tel copain vietnamien, et toujours la même réponse. Monsieur Pala, monsieur Pati, monsieur Voyage, monsieur Vacances. Ça veut dire qu'ils avaient foutu le camp. Donc les gens avisés déjà sentaient qu'il allait se passer quelque chose et que c'était perdu. Sur le pont de la rivière de Saigon, on se bat. Les réfugiés, sous le tir des divisions communistes, essayent de fuir en direction de Saigon. C'est la panique, la fuite en avant. Nous avons maintenant la certitude que les Américains ne viendront pas. Déjà, beaucoup de Saïgonais tentent de partir. Les Américains sont embarqués avec des hélicoptères vers la 7e flotte. C'est fini. Les Américains, brusquement, ont donné le signal par le fameux mot de code, le vieux cantique de Noël, nous aurons un Noël blanc. Et à partir de ce moment-là, brusquement, tout s'est animé. Assisté à l'ambassade américaine, cette espèce de folie de gens qui voulaient se précipiter pour être enlevés dans une confusion extrême. On a vu par exemple l'ambassadeur d'Italie grimper un grillage pour arriver à se passer de l'autre côté. Ben, c'était insensé. Enfin, ce 28 avril, des roquettes tombent sur la capitale. Des incendies se déclarent. Toute la nuit, nous avons entendu des bruits d'hélicoptères. Nous repartons vers l'ambassade, et là, c'est le pillage. Partout dans Saigon, partout, les appartements, les locaux des conseillers américains se font piller. C'est la folie. C'est de la folie. Des scènes de pillage étonnantes, par exemple le McVie, vous voyez des gens avec des pousses, des simples pousses, entasser n'importe quoi, entasser des matelas, entasser des armoires en fer, puis les policiers s'y sont mis eux-mêmes, puis l'armée s'y sont mis eux-mêmes. Un policier vient vers moi, il veut me prendre mes Nikon, un de mes Nikon, je résiste, coup de crosse, mais j'arrive à garder mon boîtier. Je suis quand même complètement sonné. François m'accompagne à l'hôpital Graal. J'y reste environ 3 heures. Et pendant ce temps, François va faire ces photos que je trouve inoubliables. Elles représentent la fin de la guerre du Vietnam et la déconfiture américaine. 30 avril 1975.
7 h du matin, nous partons à Tan Xuan Nhut. Tan Xuan Nhut, l'aéroport de Saigon. Il y a encore des combats là-bas. Ce sont les parachutistes vietnamiens qui résistent. Ils résistent, c'est le dernier combat. « 10h37, le président Min prend la parole. Il demande à l'armée d'arrêter tous les combats et de se rendre. Se rendre aux troupes nord-vietnamiennes. En quelques instants après cette déclaration, les paras foncent vers la ville, foncent vers Saigon, se déshabillent et se fondent dans la population. Et là, pour la première fois, nous apercevons les troupes du Nord-Vietnam. Peu de temps après, la radio communiste émet ce bulletin de victoire. Ici, la voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée. Saigon va devenir Ho Chi Minh Ville. C'est terminé. La guerre du Vietnam vient de finir. Puis, lentement, la population vient au contact des Nord-Vietnamiens. Et doucement, le régime communiste commence à prendre place. Ces soldats du Nord sont éberlués par la richesse de Saigon. Ils seront bientôt remplacés par des troupes fraîches, mais encadrées par des commissaires politiques. Le premier geste du nouveau pouvoir est d'abattre la statue du combattant vietnamien. Et quelques jours plus tard, un lieutenant-colonel sud-vietnamien se suicide par les feux dans les débris de la statue. Le 15 mai 1975, des troupes fraîches venues du Nord-Vietnam défilent dans Saigon en vainqueurs. Les commissaires politiques divisent la ville en secteurs et l'épuration commence au Vietnam. Et petit à petit, on a senti ce système qui se fermait doucement, insensiblement. On a commencé à voir des gens qui étaient envoyés qui étaient recensés, envoyés dans des camps de rééducation pour 2 jours, 3 jours, 5 jours. En fait, ils ne réapparaissaient plus. Un de mes amis, porte-parole de l'armée sud-vietnamienne, que nous avions caché à l'hôpital Graal, qui a été obligé de partir car l'administration française n'a pas voulu le couvrir. Un de mes amis est parti
en camp de rééducation, comme des centaines de milliers d'autres Vietnamiens. Voici son témoignage. Je me suis présenté pour 30 jours qui a duré 7 ans de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait les camps de concentration, j'ai été déporté au Nord-Vietnam, et c'est là que je suis resté jusqu'en 1982. Vous avez été déporté dans quelles conditions? C'est le train de l'enfer. On a été entassés dans les wagons à bestiaux, à 70-75 personnes avec tout notre barda. Ben, il y en a qui n'ont pas pu supporter. Beaucoup sont morts en cours de route parce que les wagons sont fermés hermétiquement avec des planches de bois et puis cadenassés de l'extérieur. Ma mère était morte dans un camp de concentration. Bon, j'ai plus rien. Je suis complètement déraciné. Les Vietnamiens sont attachés au pays par la famille, les ancêtres. Merde. Et voilà, peu de temps après, nous avons été mis dans un avion américain, piloté par un Nord-Vietnamien, direction Vientiane, la capitale du Laos, le Laos qui avait été également pris par le Nord-Vietnam. Mais de Vientiane, nous avons pu rejoindre la Thaïlande et de Thaïlande, prendre un avion jusqu'à Paris, où nous allons pu ramener nos films et témoigner de ce que nous avions vu. Eh bien, j'espère que ce récit vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Et moi, j'essayerai de répondre aux commentaires. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.